Retrouvez toute l'actualité du foot régional, le débrief avec Radio VSM et Foot Normand. Auditeurs, auditrices, amateurs de ballon rond, bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouvel épisode du débrief par Radio VFM et Foot Normand. En ce 14 février, nous allons aborder une thématique qui nous est chère, la formation et plus particulièrement la Coupe Gambardella, dont les huitièmes de finale vont se jouer dimanche prochain avec 3 équipes normandes sur la ligne de départ, le Stade Malherbe, le Havre AC et l'US Avranches. Pour m'accompagner dans mes aventures du jour, mon compère de Foot Normand, l'inusable Mathieu Billot, qui a vu ce week-end 4 buts à Dornano, tous pour le Stade Malherbe. Mathieu, bonjour. Salut Aurélien, salut à tous. Le débrief, l'émission sur toute l'actualité du foot régional avec Radio VSM et le Foot Normand. Rentrons de plein pied dans ce débrief avec la première de nos 3 parties consacrée au Stade Malherbe. Le tirage au sort a réservé un beau défi aux U18 Canet, Mathieu, puisqu'ils se déplaceront dans le Finistère ce week-end. Oui, pour défier le Stade Brestois, un match qui se déroulera au Stade Francis Leblay, tout simplement l'enceinte de l'équipe professionnelle qui joue en Ligue 1, donc preuve de l'importance de ce rendez-vous. Alors ce rendez-vous justement, on en parle avec notre invité Romain Leroux, bonjour. Bonjour Aurélien, bonjour à tous. Romain, on va vous présenter rapidement. Vous êtes l'adjoint de Nicolas Sub dans la catégorie 19, responsable de la scolarité. On en reparlera d'ailleurs avec Mathieu en toute fin de partie. Vous faites partie d'un staff où l'on retrouve également Julien Lecoq, le préparateur physique, et Yann Chevalier, l'entraîneur spécifique des gardiens. Là-dessus, je pense qu'on a tout bon. On a tout bon. C'est déjà un bon point de départ. C'est déjà pas mal. On va juste rappeler un petit peu, on parlait que c'est peut-être un rendez-vous qui n'est pas comme les autres. C'est un 8e de finale, c'est le premier pour le Stade Malherbe en Gambardella depuis 2016. Voilà, donc à l'époque, l'équipe avait même été jusqu'en quart de finale, éliminée par l'AS Monaco. Ça se déroulait à la Turbie à l'époque. L'AS Monaco qui avait remporté cette Coupe Gambardella avec un doublé d'un certain Kylian Mbappé en finale. Il n'était pas là contre Malherbe en quart, mais il était là en finale. Et pour l'anecdote, en finale, c'était le Racing Club de Lens, dirigé par un certain Fabrice Van de Putte, qui n'est autre que l'entraîneur de l'équipe réserve du Stade Malherbe. Et dans cette équipe-là, à Lens, il y avait un certain Djibril Diani, qui depuis quelques semaines a posé ses valises à Malherbe. Voilà. L'histoire ne s'invente pas. C'est la boucle est bouclée. Et juste pour dire quand même que ça peut être le témoin d'une certaine valeur d'une équipe. À l'époque, à Malherbe, il y avait des garçons comme Yann Karamo, aujourd'hui qui est en Turquie, Jean-Victor Makengo, qui joue à l'Udinese, Jesse Deminguet était sur le banc. Voilà. Et puis il y a aussi d'autres garçons qui maintenant évoluent dans les championnats régionaux, voire nationaux. Pour faire un clin d'œil à notre acolyte de d'habitude, Christophe Lécuyer, on a des garçons comme Louis Deschâteaux et Dorian Charlier qui jouent aujourd'hui à Vire, qui étaient dans cette équipe de Gambardella. Tout à fait. Alors Romain, la première question, elle va être simple pour vous. Dans quel état d'esprit vous abordez ce 8e de finale de manière générale pour commencer ? Dans le même état d'esprit que les tours précédents, content de faire toujours partie de cette compétition. Comment dirais-je, on a suivi le tirage au sort comme il se doit, un tirage qui nous met face à un adversaire que je qualifierais assez identique à nous-mêmes. Seule petite déception, refaire un déplacement pour une 4e fois de suite et pas pouvoir faire profiter les familles et les supporters de ce rendez-vous-là. Mais comme l'a dit Mathieu, un peu atténué aussi par la bonne nouvelle que les garçons vont découvrir l'enceinte professionnel du Stade Brestois. Donc voilà, on est content d'y être. On va préparer ça sereinement et puis ça sera du 50-50 comme on a coutume de le dire. D'accord. On rappelle juste, pour rebondir sur les propos de Romain, le parcours du SM Caen sur ce tour de Gambardella. Au premier tour fédéral, il y avait eu une belle performance avec une victoire sur le terrain du Paris FC 2-1, qui fréquente aussi le championnat national. Après, en 32e de finale, il y avait eu un derby contre le FC Rouen avec une victoire 3-1, une victoire loin d'être évidente. Et le 16e de finale, donc le dernier tour en date, c'était une victoire en région parisienne contre le Petit Pousset. À ce tour-là, c'était Argenteuil, une victoire 2-0, pas non plus spécialement évidente. Donc voilà, ce sera un autre défi qui les attend dimanche prochain. Ouais, alors pour reparler du contexte, c'est vrai que il me semble que le stade Francis Leblay va être la seule enceinte accueillant une équipe de Ligue 1 qui accueille un tour de Gambardella pour ce week-end, notamment Strasbourg, je crois, ne joue pas à la Méno. Strasbourg, en fait, l'équipe première joue en Ligue 1. Alors, ils sont à Saint-Etienne, apparemment.
Ah d'accord, ok, autant pour moi. Dans tous les cas. Voilà, donc comme ça, la méno sera tranquille. Si on veut organiser une fête là-bas, c'est parfait. Bon, dans tous les cas, il y a, Romain, ce souci effectivement qu'on relève chez tous nos qualifiés normands de devoir se déplacer, mais au-delà de ça, cette équipe, elle a forcément de l'ambition, c'est ce qu'on imagine, c'est ce qu'elle démontre depuis le début de la saison. Oui, mais l'ambition, c'est la même qu'à chaque tour, en fait. C'est de faire la meilleure performance possible pour tenter d'accéder au tour suivant. Voilà, je pense que nous, c'est comme ça qu'on le présente, c'est comme ça qu'on le prépare depuis le début. Chaque match, on se prépare pour représenter de la façon la plus correcte le Stade Malherbe-Caen et puis construire l'aventure qui, comme on le dit aux garçons, les amènera sur une étape supplémentaire. Et puis après, c'est à eux de tenter de placer le curseur où ils le souhaitent. On va juste préciser une petite chose, parce que la particularité de la Gambardella, c'est que ça concerne la catégorie U18, et que vous, en championnat, vous jouez avec des U19, ce qui signifie qu'il y a certains joueurs qui peuvent jouer en championnat, qui ne peuvent pas jouer en Gambardella. Là, ça concerne les générations 2004, 2005 principalement, c'est ça, Romain ? Alors chez nous, la Gambardella va correspondre aux générations 2004, 2005 et 2006. Voilà, ça fait un groupe d'une vingtaine de joueurs environ qui postulent pour cette rencontre-là et qui ont postulé pour les précédentes. Ouais, les quelques joueurs qui sont nés en 2003 sont pas éligibles. Voilà, ils peuvent jouer le week-end en championnat, comme peut-être ce week-end. On va dire que le SM Caen en 19 a battu Lens 2-1 ce week-end. Mais il y a peut-être des garçons qui étaient donc éligibles. Effectivement, je pense à un garçon, je crois que vous aviez Destiné Jopongui dans les buts notamment, qui lui ne peut pas participer à l'aventure en Gambardella. Il ne fait pas partie de cette catégorie d'âge. C'est exact, mais le gardien, un des gardiens du groupe qui peut postuler à Gambardella jouait lui avec l'équipe réserve professionnelle, Maël Aubé. Donc c'est la particularité, c'est vrai que toutes les semaines, les joueurs sont voués à jouer dans les trois équipes U17, U19 et réserve professionnelle. Et la particularité de la Coupe Gambardella, c'est que de temps en temps, il y a une semaine qui se focalise un peu plus avec un groupe élargi, des garçons qui viennent des trois équipes, donc c'est ce qui rend la chose aussi intéressante. Justement, comment ça se prépare ? Vous venez de le dire, les garçons qui participent à la Gambardella, certains s'entraînent avec la réserve, certains s'entraînent avec les U19, d'autres avec les U17, même si des fois U19, U17, je pense qu'il y a des passerelles vraiment, il y a même des séances d'entraînement peut-être en commun ou des groupes partagés. Là, cette semaine, est-ce que vous allez disposer de votre groupe qui partira dans le Finistère, ou ça sera une semaine classique avec des garçons qui s'entraînent avec la B, avec les 19 ? Comment ça va se dérouler ? Mais ça va se dérouler comme à chaque fois, c'est-à-dire que à 90% de l'année, les garçons s'entraînent par rapport à leur performance et à leur projet de progression identifié par le staff du centre de formation. Et puis pour cette semaine, c'est l'histoire d'un club, c'est l'histoire d'une formation. Donc tout le monde fait en sorte que les garçons soient mis dans les meilleures dispositions. Donc il est vrai que cette semaine, il va y avoir un groupe qu'on va appeler entre guillemets un groupe Gambardella qui va poursuivre son aventure ensemble, se préparer ensemble, et ça grâce à la compréhension et au travail des collègues des différents groupes. Alors au niveau de la préparation, Romain, le Stade Brestois est une équipe que vous ne rencontrez ni en U17 ni en U19, ils sont dans des groupes géographiques différents. Comment on se prépare justement par rapport à cet adversaire ? Comment on prend les renseignements ? Comment on jauge justement l'adversité ? Pour le moment, j'avouerai qu'on ne s'y est pas trop penché. On a suivi un peu les résultats pour la dynamique de ce club depuis le tirage au sort. On suit aussi les résultats des différents centres de formation durant l'année. On sait que ce groupe de Bretagne est un groupe assez relevé, dans lequel figurent beaucoup d'équipes de centres de formation professionnels. Voilà, les U17 et les U19 de Brest sont bien classés cette année. Je crois qu'ils sont 3e dans chacun des championnats. Exactement. Donc voilà, ça c'est un peu la connaissance que l'on a de l'adversaire. On les a joués aussi l'année passée sur des matchs de préparation au mois d'avril. Donc on avait pu constater un club et des équipes dotés d'un gros collectif et d'une très bonne maîtrise technique. Maintenant, j'avouerai que pour le moment, on ne s'est pas encore trop focalisé sur l'événement. On va y rentrer tranquillement cette semaine et puis se prendre les informations nécessaires, mais surtout bien se préparer nous-mêmes pour ce rendez-vous. Oui, justement, on voulait vous demander, est-ce que, on sait qu'à un niveau par exemple professionnel, il y a un travail qui est fait sur l'adversaire. Est-ce que vous aussi, dans ces catégories d'âge-là, est-ce que vous accordez une importance toute particulière sur le travail, un petit peu l'analyse de l'adversaire ?
ou avant tout quand même vous vous concentrez principalement sur vous-même? Mais je pense que chaque étape de la formation amène un degré de préparation supplémentaire. Donc il est vrai que chez les plus jeunes, U17, U19, on est surtout concentré sur nous-mêmes pour que les garçons poursuivent leur progression et avancent à leur rythme. Sur une équipe réserve professionnelle, on va commencer, et toujours dans un souci de formation, à les habituer tranquillement à ce qu'ils vont vivre en professionnel. Donc là, on a une analyse un peu plus poussée de l'adversaire. Après, chez les jeunes, en ce qui nous concerne, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait très régulièrement, même si là, je pense que pour la Gambardella, il est toujours intéressant de prendre quelques informations, de regarder quelques images. Mais le plus important sera quand même l'équipe du Stade Malherbe à nos yeux. Romain, en dehors du côté purement sportif, est-ce que cette Coupe Gambardella va un petit peu au-delà d'un simple match? Est-ce que vous avez la sensation que c'est un rendez-vous qui fédère tout un club? On sait que ça peut être important pour des jeunes. On citait notamment Kylian Mbappé qui s'est fait connaître notamment par cette compétition. Est-ce que c'est important pour les jeunes de déjà pouvoir dompter ces événements-là, d'être prêts pour ces événements-là? Est-ce que c'est vraiment un rendez-vous très, très important dans la carrière d'un jeune joueur? Mais c'est pas un rendez-vous fondamental, mais oui, c'est un rendez-vous important. On sent bien que c'est une compétition différente, qui a son histoire, qui a une certaine aura. Preuve en est le nombre de messages reçus par Nicolas Seub suite à la victoire au tour précédent. Ce sont des choses qui n'arrivent pas à chaque victoire en championnat, par exemple. C'est toujours intéressant dans la formation d'un joueur de par le format. Il y a beaucoup d'attentes autour, et puis c'est un match à élimination directe, donc on peut toucher ce qu'on a moins l'occasion de toucher en championnat, c'est-à-dire la gestion des émotions, les matchs un peu couperés, les matchs un peu sous tension. Donc effectivement, c'est très intéressant à vivre dans le parcours d'un jeune footballeur, et c'est toujours mieux pour lui de les vivre au cours de sa formation que de les découvrir plus tard. Oui, parce qu'on explique que forcément dans les championnats U17, U19 nationaux, bon, forcément qu'il y a, les résultats comptent, mais c'est pas la priorité des centres. Voilà, la priorité c'est de former des jeunes joueurs qui demain peut-être pourront évoluer avec l'équipe première dans les rangs professionnels. Et la Gambardella apporte ce petit côté en plus qu'on peut retrouver éventuellement avec la réserve en N2. C'est que là il y a une notion de compétition qui rentre en jeu et qui peut être nouvelle pour certains garçons. Oui, mais là, effectivement, le projet numéro 1, c'est de former de futurs footballeurs professionnels. Donc, on est très focalisé sur le projet individuel du joueur au quotidien et de son développement. Maintenant, on n'occulte pas non plus l'aspect compétition, parce que former un footballeur, c'est le former à la compétition. Donc, on a un travail en semaine, j'ai envie de dire, et puis un travail le week-end. Donc le week-end, ça fait partie, la compétition fait partie de la formation. Mais pour cette Gambardella, c'est quand même différent, parce que les garçons entendent beaucoup de choses, lisent beaucoup de choses, s'y projettent. Ils sont au courant, comme vous l'avez dit, qu'un certain Kylian Mbappé y est passé. Et puis encore une fois, c'est le format qui rend la compétition intéressante et qui amène les émotions et la qualité de cette compétition. C'est qu'à chaque match, on ne sait pas si on sera au tour suivant, donc voilà, c'est surtout les émotions qui sont différentes sur ces matchs-là. Ouais, c'est justement une compétition qui amène plus de médiatisation, forcément. On prend l'exemple de notre émission du jour, qui est une spéciale Gambardella. Dans votre rôle d'éducateur sportif, Romain, il y a le côté terrain, mais il y a d'autres choses qui viennent s'ajouter. Il y a des sollicitations médiatiques, des agents, des histoires de contrats qui commencent à arriver. Avec Nicolas Seub notamment, vous avez aussi forcément un rôle à tenir dans tous ces domaines. Oui, bon, même si moi, je suis un peu plus loin que Nicolas sur tout ce qui va être gestion de l'extra-sportif, et notamment, comme vous l'avez cité, des agents ou autres. Mais voilà, Nicolas et l'ensemble des éducateurs sont très attachés aux valeurs et au développement de la personne pour permettre de développer justement le footballeur. Donc effectivement, on essaie de prendre soin de s'occuper pas de la totalité, mais du plus de paramètres possibles qui entourent le joueur. Donc, dans quel contexte il grandit, dans quel contexte il vit, comment il se construit. Donc, on ne se contente pas que du football. On essaie vraiment de connaître et d'accompagner la personne au mieux, parce que c'est la personne qui fera le footballeur.
Et justement, dans ce volet-là, pour former la globalité, on va dire, du jeune homme que vous avez à vous occuper, il y a la partie scolarité qui est votre autre domaine de prédilection, en plus du terrain, puisque c'est vous qui avez en charge ça au Stade Malherbe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce rôle dans le centre de formation du SMC ? Ce rôle, je l'ai endossé il y a environ 6 ans maintenant. Donc l'idée, c'est comme je l'ai dit précédemment, de permettre aux différents joueurs du centre de formation de grandir et de poursuivre leur double projet, puisqu'ils sont en âge d'aller au lycée, et de les placer dans le meilleur contexte possible pour qu'ils soient performants sur les 2 domaines. Le domaine sportif, pour lequel ils sont là en priorité, c'est normal, et le domaine scolaire, qui doit être un domaine, en tout cas chez nous, tout aussi important pour la construction de l'homme et puis la préparation d'un avenir. Donc au Stade Malherbe-Caen, on a une philosophie qui est là depuis bon nombre d'années, qui est celle de l'externat, c'est-à-dire que nos garçons sont placés dans des établissements scolaires partenaires. On n'a pas de scolarité en interne. L'idée, c'est de continuer à ce qu'ils vivent une vie d'adolescent la plus ordinaire possible, malgré leurs caractéristiques de sportifs de haut niveau, et de les placer au milieu des caractéristiques qui font leur jeunesse, en fait, leur adolescence. Donc ceci grâce à 3 lycées que je me permettrai de citer pour les remercier, donc les lycées Jeanne d'Arc, Jean Rostand et Sainte-Ursule de Caen, et puis aussi grâce à l'accompagnement de la direction académique du Calvados qui nous aide à peaufiner ce projet intéressant mais complexe du sport de haut niveau et d'une scolarité d'un niveau permettant d'atteindre les diplômes. Ouais, donc on rebondit un petit peu sur ce que vous dites pour bien comprendre. C'est vrai qu'il y a des clubs professionnels qui ont fait le choix de scolariser leurs pensionnaires de centre de formation en interne. Donc ils ont les cours à l'intérieur du centre, donc ils vivent dans le centre, que ce soit pour les cours ou pour les entraînements toute la semaine. Alors que comme vous l'avez expliqué, Malherbe a décidé, en fait ils suivent des cours tout à fait classiques, comme un lycéen ordinaire. La seule particularité, c'est qu'ils ont forcément des emplois du temps aménagés, ce qui leur permet de caler leurs entraînements dans la semaine. Oui, c'est ça, voilà. On a fait, le club a fait depuis bon nombre d'années ce pari-là. Encore une fois, c'est rapport au développement, à l'épanouissement de chaque garçon. On estimait que c'était quelque chose de plus judicieux pour nous, en tout cas dans notre contexte à nous. Maintenant, c'est une partie difficile parce que l'exigence du sport de haut niveau augmente, le nombre de créneaux augmente, les exigences, scolaires, ne bougent pas. Il y a toujours un cahier des charges assez important. Donc, c'est un dossier qui n'est pas simple, qui évolue d'année en année et qui est passionnant et sur lequel on place toujours le jeune au milieu pour qu'il s'y retrouve, quoi. Donc, ça nous donne des emplois du temps assez chargés. Mais on est bien aidé, comme vous l'avez dit, des horaires aménagés, des enseignants bienveillants. On a aussi la chance d'avoir au Stade Malherbe-Caen une équipe d'enseignants bénévoles qui ont une association qui viennent aider les jeunes tous les soirs de la semaine, justement pour combler ces modalités d'emploi du temps. Donc c'est un projet riche, intéressant et qui se passe vraiment bien au Stade Malherbe. Juste pour qu'on comprenne, vous avez combien de jeunes sous votre responsabilité sur le plan scolaire au Stade Malherbe ? Sur le plan scolaire, on est répartis en 3. Donc on a les plus jeunes qui sont les collégiens, donc à la préformation. Là, ça concerne une grosse trentaine de joueurs. On a ensuite le cœur du centre de formation avec les lycéens. Donc les lycéens, tous les joueurs du centre de formation sont inscrits dans les lycées. Donc là, on est sur 38 lycéens exactement. Et puis depuis quelques années, on arrive aussi à avoir de la poursuite d'études en post-bac. Donc là, on a 8 garçons qui sont en équipe réserve professionnelle et qui poursuivent leurs études au-delà du bac cette année. Ouais, tous ces jeunes aspirent un jour à peut-être rejoindre l'équipe première, à évoluer à Dornano. Parmi les professionnels, Mathieu, on ne va pas se quitter avant d'avoir évoqué cette belle victoire obtenue ce week-end face au Nîmes Olympique, 4-0.
un score aussi large, on l'avait pas vraiment vu venir. Eh ben non, on l'avait pas vraiment vu venir, on l'avait pas vu depuis aussi longtemps. Il y a eu le résultat, il y a eu la manière, parce que ça aurait pu faire avec un soupçon d'efficacité ou de réussite en plus, ça aurait pu faire 5 voire 6. Voilà, le Stade Malherbe a fait un très bon match. C'était pas forcément évident parce que la zone rouge n'était pas très loin avant le coup d'envoi. Il pouvait y avoir une pression, mais voilà, Stéphane Moulin commence à récupérer petit à petit certains joueurs. Voilà, et on constate que quand vous pouvez associer des garçons comme Alexandre Mendy, Nuno da Costa, voilà, il y a aussi Caleb Zadisseri, il y a eu des couloirs très performants ce week-end avec Ali Abdi, Hugo van der Merch. Une découverte aussi, on faisait référence à Djibril Diani en tout début d'émission, qui a joué, mais qui a joué en défense. On l'avait vu au milieu de terrain et qui a apporté aussi une certaine sérénité. Donc voilà, maintenant le défi pour le Stade Malherbe, c'est le même que depuis la première journée de championnat, c'est de confirmer, enchaîner une deuxième victoire. Ils l'ont pas fait depuis la première et la deuxième journée. Voilà, c'est ça, parce que des bons matchs, ils en font de temps en temps. Sauf que le problème, c'est que la semaine d'après, ils retombent un petit peu dans leur travers. Et donc voilà, c'est ce qu'attend Stéphane Moulin, c'est ce qu'il a dit en conférence de presse d'après-match. Mais on se dit quand même qu'avec les retours, samedi prochain, normalement, s'il n'y a pas de souci, il y aura Yoann Cour de retour de suspension, Adolphe Tekeu, qui était une de recrues qui a joué avec la réserve plus de 80 minutes lors du derby contre Granville. Donc il va commencer à avoir un effectif qui ressemble aussi à quelque chose et ça peut devenir intéressant. Il reste 14 journées. Voilà, donc à surveiller. Ils seront à Pau samedi prochain. Voilà, donc ça peut devenir intéressant. Ouais, important d'enchaîner parce que Dunkerque est gagné, il reste un match en retard à Grenoble. Bref, le Stade Malherbe est loin d'être tiré d'affaire. Messieurs, on doit mettre un terme à cette première partie. Romain Leroux, merci d'avoir été l'invité de cette première partie du débrief. Merci à vous. On vous souhaite évidemment de tout cœur bonne chance pour ce match à Brest. Merci, c'est gentil. Ne bougez pas, on se retrouve dans un instant pour la suite de cet épisode avec les parties consacrées au Havre, puis à l'invité surprise Avranches. Le débrief, c'est l'émission pour tout savoir sur le foot régional avec Radio VFM et Foot Normand. Et c'est le lundi soir à partir de 18h15.